Mes chers collègues, rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin, Laurent Groc. Écoutez, c'est un immense plaisir pour moi que de présenter le conférencier neurosciences du jour, professeur Robert Danzer, qui travaille au MD Anderson Cancer Center à Houston, aux États-Unis. Et comme son lieu de travail ne le dit pas, Robert Danzer est français et directeur de recherche à l'INSERM. Il a travaillé pendant de nombreuses années à Bordeaux. J'ai eu la chance, en tant que jeune chercheur, d'être dans l'environnement de son laboratoire de neurobiologie intégrative pendant plusieurs années. Et Robert Danzer est connu, je pense, de nous tous dans cette audience pour être un des pionniers, un des pères en France de la psycho-neuro-immunologie et de l'immunopsychiatrie aujourd'hui. Et son travail sur le rôle et les interactions du système immunitaire avec le système nerveux central et les différentes voies endocriniennes a vraiment posé les bases de ce qui aujourd'hui peut nous paraître plus comme une évidence, mais qui ne l'était clairement pas il y a quelques années. Donc aujourd'hui, je pense qu'on attend tous avec grande impatience la conférence de Robert Danzer sur les relations dangereuses, les liaisons dangereuses entre le système immunitaire, l'inflammation et le cerveau, et en particulier dans la dépression et les modèles reliés à la dépression. Donc Robert, un immense merci pour ta présence ici aujourd'hui parmi nous, et je te laisse le micro. Merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction. Et avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation de ces journées neurosciences, psychiatrie et neurologie, et plus particulièrement Marion Leboyer, qui m'ont fait le grand plaisir de me permettre de retrouver ce palais des congrès dans lequel je suis venu à plusieurs reprises. Je me rappelle de la première fois où je suis venu, et c'était avec le professeur Édouard Zarifian. Une des dernières fois, c'était avec Raphaël Gaillard. Et maintenant, c'est avec vous. Et une fois de plus, un très grand plaisir. Cette image, en fait, correspond à l'illustration d'un ouvrage d'immunopsychiatrie qui va être publié prochainement par Cambridge University Press et qui illustre bien l'enjeu en matière d'immunopsychiatrie. En effet, cette image montre le colloque singulier entre le patient ou la patiente et son thérapeute, mais sur un fond d'interaction entre les cellules neuronales et les cellules du système immunitaire. Et bien évidemment, la question à laquelle nous sommes tout de suite confrontés, ce n'est pas tellement maintenant montrer que effectivement le système immunitaire est capable de modifier le fonctionnement du cerveau et vice-versa, mais d'essayer d'en comprendre les mécanismes. Et parmi les nombreuses théories qui ont été proposées pour comprendre les mécanismes de l'interaction système immunitaire-cerveau, j'ai choisi pour ma part de m'intéresser à un mécanisme relativement méconnu et pourtant très important, comme je vais essayer de vous le montrer dans cette présentation, qui est représenté par la compétition métabolique qui va se mettre en place au cours de l'inflammation entre le système immunitaire et le système nerveux central. Et je vais essayer de vous montrer que, effectivement, il s'agit là de quelque chose d'important qui va conditionner les symptômes de type dépressif. Mon exposé va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire quand je parle de compétition métabolique entre le système immunitaire et le système nerveux central. Et je vais vous montrer que cette compétition métabolique, en fait, affecte essentiellement le système mésocortico-limbique dopaminergique, ce qui ne saurait vous étonner au regard des symptômes reliés à l'inflammation que je vous décrirai. Dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'effectivement, le phénotype comportemental de l'inflammation est bien une hypodopaminergie
d'origine mésocortico-limbique, en vous montrant que les symptômes de type fatigue et diminution de motivation sont les symptômes prédominants et qu'il est possible d'agir sur ces symptômes en ciblant le métabolisme du système immunitaire. Et enfin, comme la plupart des résultats que je vais vous présenter ont été obtenus sur la souris, je vais bien entendu terminer en vous montrant qu'il y a véritablement là quelque chose de translationnel, que ce n'est pas uniquement un phénomène souris, mais que c'est un phénomène qui peut être appliqué aux êtres humains et à la dépression. Cette diapositive illustre quelque chose qui est bien connu, qui est celui de la compétition entre les ressources à l'intérieur d'un organisme. L'organisme est un ensemble fini et les différentes fonctions physiologiques puisent dans les ressources énergétiques. En bleu, vous avez l'énergie consacrée à gauche. En bleu, vous avez l'énergie consacrée à la reproduction. En jaune, l'énergie consacrée à la croissance chez un individu normal dans un environnement favorable. Dans un environnement défavorable, il faut bien entendu répondre à cet environnement défavorable. Imaginez par exemple une situation de peur face à un danger, et cette situation de peur réoriente l'utilisation des réserves énergétiques vers la réponse de peur face au danger. Ceci se traduit sur le graphique, tout de suite à droite de celui de gauche, par cet rectangle rouge qui représente la composante énergétique de la réaction de défense. Vous voyez également que ce que l'auteur appelle la dormance, c'est-à-dire la mise au repos des autres systèmes physiologiques non impliqués dans la réponse d'ajustement au danger, augmente, puisque en effet, on ne peut pas à la fois se battre et puis en même temps avoir le restant du corps continuer à fonctionner normalement. Et tout à fait à droite, sur la première colonne de gauche, à droite, ce que vous voyez apparaître, c'est la réponse à l'inflammation. Et vous voyez que cette réponse à l'inflammation, effectivement, comporte une importante composante énergétique qui est celle que je vais vous décrire, et en même temps, elle est accompagnée d'une dormance, d'une mise au repos des systèmes physiologiques non impliqués dans la réponse du système nerveux immunitaire. Alors, fort heureusement, pendant ces dernières années, grâce à l'immunométabolisme, qui est une nouvelle discipline de l'immunologie, on connaît mieux maintenant les éléments à la fois cellulaires et moléculaires de cette reprogrammation du système immunitaire pour répondre à la nécessité de monter une réponse immune face à un agent infectieux, quelle que soit la nature de l'agent infectieux. Et vous voyez un certain nombre d'exemples tirés de revues à fort niveau d'impact, montrant qu'effectivement, l'immunométabolisme est devenu une discipline à part entière. Alors, de quoi s'agit-il en fait? À gauche, sur cet écran, vous avez le fonctionnement normal cellulaire dans lequel l'énergétique cellulaire provient essentiellement du glucose qui est oxydé suivant un schéma que vous connaissez bien et qui met en œuvre le cycle de Krebs et qui se traduit par la production de 36 molécules d'ATP pour une molécule de glucose. C'est ce qui nous sert à fonctionner de façon normale. Immédiatement à droite, vous voyez en fait apparaître ce qui est nécessaire du point de vue métabolisme énergétique pour des cellules en multiplication, qu'il s'agisse d'une tumeur à l'intérieur de l'organisme ou qu'il s'agisse d'une réponse inflammatoire. Le cycle de Krebs est beaucoup trop lent et il faut une énergie beaucoup plus facilement disponible qui est fournie cette fois-ci par la glycolyse aérobie, le fameux effet Warburg décrit par les oncologues il y a déjà plusieurs dizaines d'années, que l'on a redécouvert récemment, et qui, cette fois-ci, au lieu de métaboliser le glucose suivant le cycle de Krebs et les voies mitochondriales, va en fait métaboliser le glucose en pyruvate et en lactate
produisant ainsi seulement 2 ATP. Produire 2 ATP à la place de 36 ATP, vous voyez tout de suite le problème, sachant que l'ATP est une importante ressource énergétique pour l'organisme. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie du corps qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le cerveau, sachant que le cerveau représente 2% seulement de la masse du corps et qu'il occupe à lui tout seul 20% qu'il consomme à lui tout seul 20% des ressources énergétiques. Il est évident que face à une dépense énergétique accrue au profit du système immunitaire, il ne va pas pouvoir fonctionner de la manière habituelle. Il va être obligé de compenser, de modifier son fonctionnement pour faire place au fonctionnement du système immunitaire. En d'autres termes, le système immunitaire prend le dessus sur le fonctionnement cérébral. Et on peut en voir effectivement le résultat très facilement dans des expériences très simples comme celle que nous avons réalisée il y a quelques années à Houston, dans lesquelles nous injectons à des petites souris une dose de lipopolysaccharide, l'agoniste du récepteur Toll-like 4, qui va créer une inflammation périphérique, laquelle va se propager au cerveau et créer un état dépressif au plan comportemental. Et au moment où cet état dépressif apparaît, 24 heures après l'injection, vous voyez que la quantité d'ATP dans le cerveau a diminué de 50%, la quantité de NAD+, de près de 20%, et la quantité de NADH, qui est importante pour le redémarrage de la gluconéogénèse, a diminué de près de 80%. Donc manifestement, le cerveau, au cours d'un épisode dépressif induit à la périphérie par une stimulation de la réponse inflammatoire, est en déficit énergétique. On peut voir de plus près ce qui se passe au niveau des différents systèmes neurotransmetteurs, et dans le travail que je vais vous présenter, nous sommes intéressés au système dopaminergique mésocortico-limbique, puisque l'on sait qu'il est impliqué dans les effets de l'inflammation sur la dépression. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons découpé le cerveau, plus exactement, nous avons découpé 2 parties dans le cerveau, une partie s'étendant du striatum au cortex frontal et préfrontal, et donc riche en neurones dopaminergiques, et une partie représentée par le cortex pariétal, donc très peu, ou pas du tout, de neurones dopaminergiques. Et en utilisant les techniques de RNA-seq, donc d'analyse de l'ARN, nous avons montré qu'effectivement, en regardant les voies canoniques activées ou inhibées par l'inflammation, à gauche, on peut voir ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire dans les 2 parties du cerveau concernées, le striatum préfrontal cortex d'un côté, le cortex pariétal de l'autre. En jaune, vous avez une activation de l'inflammation. À droite, sur la colonne, vous avez tout en bas les cytokines classiques, et un peu plus haut, vous avez les cytokines de type interféron, qui en fait sont également mobilisées par l'intermédiaire de l'activation de la voie non canonique du NF-κB, qui est TRIF. Et tout en bas à gauche, en bleu, vous avez le bleu représentant une diminution d'expression génique. Vous avez en fait le métabolisme cérébral avec ce bleu beaucoup plus prononcé dans la partie striato-corticale que dans la partie cortex pariétal. Et si l'on va plus avant et que l'on regarde ce qui se passe au niveau de la mitochondrie représentant bien sûr la centrale énergétique cellulaire, vous voyez dans le schéma de gauche que le complexe 1, les gènes codant pour les protéines du complexe 1 et du complexe 5 de la chaîne de transport d'électrons au niveau de la mitochondrie, dans le striatum et cortex préfrontal, ont une expression diminuée, alors que cette expression est augmentée au niveau du cortex pariétal. Et si l'on regarde le schéma de droite, vous voyez que les gènes impliqués dans la dynamique mitochondriale, TIFAM, stabilité de l'ADN mitochondrial, SIRT1, biogénèse des mitochondries, les autres gènes, PINK1, Parkin et MYP3 étant impliqués dans les phénomènes de mitophagie, et P64,
TREX62 étant impliqué dans le fonctionnement des cellules de type macrophagique. Tout en bas, TREX1, qui est un gène qui code pour une protéine importante dans le cytoplasme de la cellule, puisque cette protéine est en fait une endonucléase et qu'elle va servir à inhiber et à inhiber la libération d'ADN mitochondrial qui se fait sous l'effet de la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie. En d'autres termes, et pour nous résumer, l'inflammation au niveau de cette partie du cerveau qui contient les neurones dopaminergiques entraîne une déficience en phosphorylation oxydative, une instabilité de l'ADN mitochondrial, une diminution de la biogénèse mitochondriale, une déficience de la mitophagie et toutes les conditions étant réunies pour l'accumulation d'ADN mitochondrial dans le cytoplasme de la cellule qui lui-même va créer les conditions nécessaires à l'entretien de l'inflammation. Je voudrais vous montrer maintenant que ce schéma métabolique a une traduction fonctionnelle. Et cette traduction fonctionnelle n'est autre que représentée autrement que par les symptômes somatiques de la dépression. Il y a un petit nombre d'études épidémiologiques qui ont été réalisées en population générale ou sur des patients déprimés. Et d'une manière générale, ce que l'on voit, c'est une très forte relation entre l'inflammation et les symptômes somatiques de la dépression. Ici, un exemple représenté par une étude épidémiologique réalisée en Angleterre sur les personnes de 50 ans et plus au cours des années 2012-2013, montrant que sur près de 6000 personnes, montrant qu'il y a une très forte corrélation entre les taux plasmatiques élevés de protéines réactives C, CRP, et les symptômes somatiques de dépression représentés par la fatigue, le sommeil agité et le déficit en énergie, l'incapacité de s'engager dans un effort, alors que cette corrélation n'est pas du tout apparente sur les symptômes de type affectif, sur la dimension affective de la dépression, qu'il s'agisse de l'adénonie ou de la tristesse. On peut montrer qu'il en va de même au plan expérimental en créant, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, une inflammation, soit chez les souris, soit chez des volontaires, en leur administrant de l'endotoxine. Je vais juste citer rapidement quelques travaux sur la souris. Voilà un exemple des souris qui sont entraînées à courir dans une roue, ce petit dispositif jaune qui est placé dans leur cage. Dès que la nuit tombe, dès que la lumière est éteinte, elles se précipitent sur la roue et se mettent à galoper. Pendant toute la nuit, c'est l'équivalent de leur comportement de recherche de nourriture à l'état naturel. Et sur le schéma du haut, vous voyez que, alors que les souris ayant reçu le placebo ont une course dans la roue qui n'est pas modifiée, 30 000 à 40 000 révolutions au cours de la nuit. Par contre, chez les souris traitées par l'hypopolysaccharide, vous avez un effondrement la première nuit avec une récupération au cours des nuits suivantes. Et en bas, vous avez la répartition au cours du temps, heure par heure, de cette activité. Vous voyez bien qu'elle n'existe que la nuit et qu'elle disparaît pour ensuite réapparaître progressivement. Pour nous, c'est l'équivalent d'une fatigue induite par l'inflammation. Plus intéressante est cette expérience réalisée sur un aspect motivationnel qui est la valorisation de l'effort, que l'on peut mesurer de façon très quantitative et très exacte en entraînant des souris à appuyer avec leur museau sur un interrupteur, de façon à obtenir en récompense une petite pastille de chocolat suffisante pour les conserver impliqués dans la tâche, mais pas suffisante, bien entendu, pour les rassasier. Et dans l'esprit malin de l'expérimentateur, première réponse, une pastille, ensuite 3 réponses pour la pastille suivante, ensuite 5, puis 10, puis 15, puis 20, etc., jusqu'au moment où la souris estime que ça suffit comme ça, le nombre de réponses, l'effort à déployer ne vaut pas le coup vis-à-vis de cette petite pastille de chocolat. Et on mesure le dernier rapport
établi. Vous voyez qu'il est de l'ordre de 100. Les souris vont jusqu'à, avec leur museau, appuyer 100 fois sur l'interrupteur pour obtenir leur petite pastille. Et sous l'effet du lipopolysaccharide, en rouge, vous voyez que cela diminue. Et que bien entendu, donc les souris sont moins aptes à s'engager dans un effort. Vous me direz, ah oui, mais attendez, aux souris, sous l'effet du lipopolysaccharide, bien évidemment, elles sont en anorexie. En fait, non, on peut vérifier que sur ces souris, elles sont encore tout à fait avides de consommer de la nourriture, mais pas prêtes à s'engager dans l'effort nécessaire pour obtenir cette nourriture à n'importe quel prix. Alors, tout cela est bien beau, mais c'est du domaine de l'association. Essayons de montrer maintenant que, effectivement, il y a bien une relation causale entre le dysfonctionnement mitochondrial et ces troubles de type dépressif, avec beaucoup de guillemets. Voilà un travail réalisé par des collègues chinois utilisant un agent protecteur de la mitochondrie, la pipitrine mu, que je vais abréger par PFT-mu, qui en fait inhibe la translocation du P53 au niveau de la membrane mitochondriale et empêche donc la perméabilisation de cette membrane. Et vous voyez que sur ces souris, en mesurant tout simplement le comportement de type dépressif dans un test de nage forcé, dans lequel les souris sont placées dans un bocal rempli d'eau. Ça fait penser à une comptine, mais ce n'est pas du tout une comptine pour la souris en question. Les souris normales ne flottent pas, elles s'agitent et elles cherchent à sortir. Par contre, les souris déprimées, entre guillemets, en tout cas qui ne veulent pas s'engager dans un effort, se mettent très rapidement à flotter et à s'immobiliser. Et sur le schéma de droite, vous voyez là que sous l'effet du lipopolysaccharide, LPS, cette augmentation de l'immobilité est en fait diminuée par l'administration préalable de PFT-mu. Nous avons réalisé une expérience du même genre sur l'équivalent de la fatigue, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les souris qui courent la nuit dans leur petite roue, et en jaune, vous avez l'effet de PFT-mu qui contraste sur les souris traitées par le lipopolysaccharide, qui contraste avec le rouge, qui correspond à l'effet du lipopolysaccharide tout seul, un effondrement de la course dans la roue, la fatigue, levée en partie par l'agent protecteur de la mitochondrie. Plus intéressante et en relation avec ce que font nos collègues immunologistes, regardons ce qui se passe au niveau de la mitochondrie. Quand le cycle de Krebs ne fonctionne plus, au niveau du métabolisme cellulaire, eh bien, au niveau de la mitochondrie, il y a une accumulation d'un certain nombre de métabolites du glucose, représentés essentiellement par le citrate et le succinate, ainsi que par l'itaconate. Ces molécules ne restent pas dans la mitochondrie, elles sont capables de sortir de la mitochondrie, non pas spontanément, mais en étant transportées par des transporteurs, par exemple le transporteur de l'oxoglutarate pour l'itaconate, et à l'extérieur de la mitochondrie, donc dans le cytoplasme cellulaire, elles vont jouer un rôle immunomodulateur, c'est-à-dire soit accélérer, soit au contraire freiner la réponse inflammatoire. Et l'immunométabolite qui nous intéresse plus particulièrement est l'itaconate. Il s'accumule à l'intérieur de la mitochondrie. Quand il sort de la mitochondrie, il va en fait activer la voie NRF2 et la voie ATF3 et exercer ainsi un effet anti-inflammatoire. Cependant, comme je vous l'ai dit rapidement, pour sortir, il faut qu'elle soit transportée, cette itaconate, et nos expériences en RNA-seq montrent que le transporteur voit son expression diminuer dans le système dopaminergique striato-cortical, alors que son expression est augmentée dans le cortex pariétal. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans cette partie du cerveau une déficience relative en itaconate. Comment faire? Eh bien, tout simplement injecter un dérivé de l'itaconate qui va rentrer dans la cellule, ce que l'on a fait dans cette expérience que je vous présente ici. À gauche, le schéma expérimental, souris recevant du lipopolysaccharide,
à 2 heures après une injection de 4-octyl-itaconate qui est renouvelée 2 heures après l'injection de lipopolysaccharide, 24 heures après mesure d'un comportement de type dépressif avec beaucoup de guillemets. Cette fois-ci, on suspend les souris par la queue, autre partie de la comptine. Les souris traitées par le LPS présentent une immobilité beaucoup plus grande que les souris témoins. Cette immobilité à droite, en rouge, est bloquée par l'itaconate. Vous voyez également que l'itaconate a bien un effet anti-inflammatoire, diminuant l'IL6 plasmatique, diminuant l'expression des ARN messagers de l'IL1β dans le cerveau et augmentant l'expression de la cytokine anti-inflammatoire représentée par l'interleukine 10. Je vais passer sur cette partie-là et essayer de vous montrer maintenant que tout ce dont je vous parle n'est pas uniquement un phénomène souris, mais qu'il y a bien, dans ce que je vous présente, une valeur translationnelle. Est-ce que ce que l'on obtient chez la souris peut être appliqué à l'homme? Eh bien, il y a des travaux absolument fascinants qui ont été réalisés par nos collègues américains, dans lesquels ils ont étudié la relation qu'il y a entre le transcriptome et le connectome dans un cerveau de souris. Donc là, on est encore chez la souris. Et ils ont montré que les hubs dans le cerveau ont en fait une très forte concentration de gènes impliqués dans le métabolisme énergétique. Donc tout ce qui est hub, c'est-à-dire qui fait l'objet de connexions importantes entre différentes parties du cerveau, suppose un fonctionnement métabolique élevé. Et donc vous imaginez facilement que s'il y a une déficience métabolique au niveau du cerveau, elle va se traduire par un dysfonctionnement de ces hubs et également un dysfonctionnement des connexions à longue distance, puisqu'elles sont beaucoup plus dépensières en énergie que les connexions à courte distance. Alors, voici un exemple, effectivement, obtenu par Jennifer Felger dans l'équipe de Andy Miller à l'Université Emory à Atlanta, étudiant la relation entre le connectome striato-préfrontal sur l'axe vertical et l'inflammation sur l'axe horizontal chez les patients déprimés. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que le connectome, cette connectivité entre ces deux structures, s'effondre chez les patients enflammés. Et non seulement cette connectivité s'effondre, mais en plus de cela, si on remplace l'inflammation par un index rassemblant le métabolisme glucidique et dont le score est d'autant plus élevé que le métabolisme glucidique est plus important, vous voyez exactement le même phénomène avec, regardez uniquement la courbe en trait plein qui va de gauche à droite en descendant, montrant qu'effectivement, toujours cette partie de la connectivité striato-frontale diminuant au fur et à mesure que le métabolisme glucidique est déficient chez ces patients déprimés. Pour terminer, donc, ce que j'ai essayé de vous montrer au cours de cet exposé rapide est que nous avons eu tendance en immunopsychiatrie à nous concentrer sur l'arbre au travers des cytokines, au travers des cellules qui trafiquent plus ou moins dans le cerveau, au travers de compléments, etc. Et nous avons oublié en fait la forêt. La forêt qui est représentée par cette importante dimension métabolique de l'inflammation et qui en fait nous amène à nous poser des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre pour l'instant, qui sont d'une part, comment le cerveau est-il capable de percevoir le fonctionnement métabolique dans le restant du corps? On ne sait pas encore comment cela se passe. Et ensuite, comment le cerveau, au niveau de son métabolisme, est-il capable de s'ajuster à toute variation de ce métabolisme qui prend place à la périphérie, par exemple sous l'influence d'une réaction inflammatoire. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce que nous avons du temps pour les questions ou est-ce que c'est une présentation muette? Normalement, il n'y a pas de questions, mais est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez. En deux, trois chansons. Je vous en prie. Vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît. Merci infiniment, Robert, pour cette super présentation. Bruno Ausrat, Nutri-Neuro. Je voulais vous demander, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats justement sur une inflammation qui est un peu moins aiguë qu'avec le EPS, mais une inflammation qui est plus chronique, systémique de bas grade? Et quelle est justement la place et l'effet des antidépresseurs justement sur ce lien entre inflammation, dysfonctionnement mitochondriaux et dépression? Oui, vous avez là la question importante, merci de l'avoir posée, qui est que tout ce que je vous ai décrit au plan expérimental est essentiellement obtenu au travers d'une inflammation aiguë. Mais ce que vous avez vu sur les patients déprimés en matière de connectivité, par contre, est obtenu sur des patients enflammés, entre guillemets, en tout cas présentant cette fameuse inflammation chronique à bas bruit. Et cela vous montre qu'effectivement, il y a là quelque chose qui se passe. Ceci étant, est-ce que cette inflammation à bas bruit, elle a le même coût métabolique que l'inflammation aiguë? Certainement pas, mais elle a tout de même un coût effectivement élevé. Et on peut montrer chez des patients déprimés qu'il y a une diminution de l'ATP et qu'il y a également l'équivalent d'un dysfonctionnement mitochondrial, par exemple en regardant ce qui se passe au niveau des PBMC, des cellules monocytaires et lymphocytaires dans le sang. On voit bien qu'il peut y avoir effectivement un dysfonctionnement mitochondrial. La deuxième partie de la question qui consiste à savoir si les antidépresseurs sont actifs et corrigent ce déficit métabolique, on ne peut pas y répondre pour l'instant pour la bonne raison que personne ne s'y a intéressé et qu'il y a là encore tout un champ de travail. J'ai pour l'instant, bien évidemment, pour essayer de montrer l'importance de cette déficience métabolique, j'ai uniquement eu recours à des interventions qui visent la déficience métabolique ou le dysfonctionnement mitochondrial. Je n'ai pas utilisé d'antidépresseurs pour, par exemple, réaliser un RNS-seq contrastant le cortex pariétal et le système striato-frontal dopaminergique. Il resterait à faire. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, mais pas plus, car je crois que nous sommes juste en point de vue temps. Question brûlante, sinon n'hésitez pas. Encore merci. Merci.